Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Bonjour tout le monde, mais quel bonheur, et je le dirai tous les samedis matins à 10h, de vous retrouver en direct sur Sud Radio. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs, les pigeons, les cochons, les lapins. Les vous n'allez pas oublier les chats, parce que les gens ne savent pas. Mais les chats, ils dorment. Vous êtes un grand amoureux des chats. Ouais. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, c'est parti pendant 2 heures pour On parle auto. Et je peux vous dire que restez à l'écoute, parce qu'il va se passer des choses dans cette émission. En gros, on va râler pratiquement sur tout. Non. Ah, si quand même. Non. Oh, si quand même. Oui, à part la classique. Je suis en train de chercher. On va parler de radar, anti-bruit, on va parler de rabotage du bonus. On va parler tout le long, vous avez raison. Non, il y a que dans. J'ai toujours raison. Non, que dans la chronique classique où on ne râlera pas, parce que je me suis dit, c'est la vente aux enchères d'Agut demain, vente d'automne. Donc avec quelques belles autos, et je me suis dit, comme je suis sûr, Laurence, que vous manquez d'idées de cadeaux Noël pour Jean-Luc Moreau, c'est l'occasion ou jamais. Donc là, on ne râlera pas, mais c'est vrai que pour tout le reste, on va râler. On va tacler, on va râler, on aime ça. Puis on est français, donc on va pas changer. D'ailleurs, vous avez le droit de râler vous aussi, 0826 300 300, ou simplement pour poser vos questions, ou simplement pour nous dire, on va commencer l'émission, si tu le veux bien, l'ami Jean-Luc, si tu m'en laisses la possibilité. Par faire quelque chose où on ne va pas râler, mais on va remercier. On va remercier la pâtisserie Villedieu qui est à Lyon. C'est Marc qui est souvent avec nous également sur la page Facebook de Sud Radio, qui nous a envoyé un colis avec un pain d'épices de Noël fait maison, des bonbons fait maison, des truffes faites maison qu'on a partagées avec toute l'équipe, et puis des orangettes faites maison. Marc de la pâtisserie Villedieu de Lyon. Voilà. Merci beaucoup. C'est super bon. Donc si vous passez par la pâtisserie Villedieu à Lyon, il faut vous arrêter, parce que c'est vraiment super quali. On s'est régalé quand même ce matin. Oui, c'est vrai. Bon, parlons auto maintenant, tiens. On va parler radar anti-bruit pour commencer. On sera avec Olivier Blond, que vous avez déjà vu ici, vu pour ceux qui nous regardent, évidemment, puisque vous pouvez nous regarder soit sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, mais également sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent sur YouTube. Il y a 1 million d'abonnés maintenant, Sud Radio, quand même. Oui. Donc, faut le repréciser. C'est une grande famille. Voilà, on parlera radar anti-bruit. Ils arrivent en 2025. On va vous expliquer pourquoi, comment ça marche. L'essai de la semaine, ça sera. Alors les écolos nous disent ça serait bien. Ça allait râler fort. Les écolos nous disent ça serait les grosses bagnoles électriques en ville, c'est un scandale. Les SUV, il faudrait des petites voitures. Alors on essaye une micro-citadine électrique. Est-ce que c'est bien ? Voilà. On vous a donné un élément quand j'ai dit qu'on allait râler, donc ça doit vous orienter un peu. On parlera du coup de rabot sur les bonus écologiques. C'est même plus un coup de rabot, c'est un coup de marteau. Ça fait comme en Allemagne, c'est un peu, non pas la fin annoncée, donc, mais ça va. Est-ce que ça va tuer ou ralentir le marché de la voiture électrique ? C'est pareil, la réponse elle est un peu dans la question. On s'intéressera dans la rubrique pneus aux vendeurs de pneumatiques. Est-ce qu'ils sont de bons conseils ? Une partie de la réponse, vous l'avez également. C'est quand même un peu non, voilà. Ça me rappelle un jeu, ça. La réponse est sous vos yeux. Et puis pour finir, là, ça va râler très fort parce qu'on sera en plus avec l'ami Sylvain Resser, nombreux dans le studio. On parlera de cette campagne de communication de Jaguar qui veut révolutionner la marque. Est-ce que c'était approprié de faire ça pour une marque légendaire ? On se posera la question tout à l'heure, et pour ceux qui n'ont pas suivi, on vous expliquera ce qu'ils ont osé faire, parce que je le dis, ils ont osé. D'accord. Bon. J'aurais bien repris une phrase célèbre d'un film. Chiche. Ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, exactement. On a un gros programme, quoi. Ouais. On va détailler tout ça. On va accueillir notre premier invité qui a son bon café bien chaud. Alors, on n'est pas dans le sud de la France. C'est pas pour ça que je suis en t-shirt. C'est qu'il fait très très chaud dans le studio et qu'on va en profiter de cette belle chaleur. Allez, c'est parti. On va parler des radars anti-bruit qui arrivent en 2025. C'est tout de suite. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Nous appeler au 0826 300 300. Il y a Najette qui vous attend au standard, ou tout simplement nous écrire je participe @sudradio.fr, et puis vous nous mettez On parle auto dans l'objet de votre mail. À tout de suite, c'est parti pour 2 heures. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Alors on en a parlé déjà depuis l'idée de la création de ce que c'est pas la première fois qu'on va parler des radars anti-bruit. On a parlé du bruit. On a parlé du bruit. On avait parlé de l'évocation des radars anti-bruit. On a parlé du bruit, on a parlé de ce que ça pouvait causer comme problème de santé. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un des volets de la loi d'orientation des mobilités de 2019
qui prévoit d'installer des systèmes automatiques de mesure du bruit afin de verbaliser ceux qui font trop de bruit. Alors ces systèmes, il y en a déjà quelques-uns qui sont en expérimentation, il y en a déjà dans certains pays qui verbalisent. Mais en France, on en avait certains en expérimentation. On a avec nous Olivier Blon, qui est le président de Bruit Par Rive. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va Olivier ? Oui. Venu en vélo encore ce matin. Absolument. Donc vous faites pas trop de bruit, à part peut-être dans les côtes où on vous entend souffler, mais ça c'est sera pour pas ça que suffisant. vous avez le bout du nez un peu rouge à cause du froid, c'est ça. Bruit Par Rive, on repositionne pour tous ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est une association qui est en fait l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Donc on a un réseau de capteurs, 200 capteurs sur le territoire. On est dans le World Guinness des records. Et on mesure le bruit, on surveille un petit peu ce qui se passe et puis aussi on conseille les collectivités, les acteurs pour évidemment diminuer. Alors avant de parler des radars, je voudrais savoir si le bruit a évolué sur l'Île-de-France ces 10 dernières années. Est-ce qu'on a des études comme ça ou est-ce que plutôt ça va dans le bon sens ? Alors on a des cartes du bruit qui sont obligatoires, qui sont réglementaires, qu'on doit faire tous les 5 ans et le bruit diminue un petit peu, pas assez, mais il diminue un petit peu. D'accord. Je parlais d'expérimentation. Il y a en Île-de-France déjà, dans la vallée de Chevreuse, il y a des radars anti-bruit qui ont été installés. Est-ce qu'on a déjà quelques retours ? Alors, il n'y a pas de verbalisation pour l'instant, c'est de la mesure pure, parce que avant de pouvoir verbaliser, il va falloir mettre un cadre légal, donc de savoir à partir de quel niveau de bruit on va verbaliser et quel type d'engins aussi sont le plus visés. On est d'accord, dans la vallée de Chevreuse, c'est principalement les motards, puisque c'est une belle route avec des virages, donc ils ont tendance à prendre ça pour un circuit. Il y a d'ailleurs des radars tout court qui ont été installés, en sortie de virage d'ailleurs, j'ai remarqué ça, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais donc bilan de ces radars anti-bruit. Alors le premier bilan pour nous, c'est que ça marche, ce qui est quand même super important. On arrive à détecter des véhicules qui dépassent les normes de bruit et puis surtout on est sûr que c'est vraiment les bons véhicules qu'on va détecter. On est sûr de pas mettre d'amende à des gens qui respecteraient la loi. Mais s'il y a un bruit ambiant, par exemple, je fais des travaux dans mon jardin à côté du radar anti-bruit avec je sais pas une pelleteuse ou un marteau piqueur ou une tronçonneuse. Oui, ou une tronçonneuse. Est-ce que le véhicule qui passe devant va pas être verbalisé à tort ? Alors justement, on est super fiers parce que c'est un petit bijou de technologie qu'on a inventé nous-mêmes dans notre garage. Trop bien. Et qu'on a breveté et tout ça. Et ça, justement, ça marche, ça ne détecte que les moteurs de véhicules qui dépassent donc le seuil qu'on a défini a priori, c'est 85 décibels. Et s'il y a des bruits autour, eh ben ils sont exclus du dispositif. Mais les moteurs de temps ou 4 temps qu'on a des fois sur des tronçonneuses ou sur des appareillages, des outils de jardin, là on est tranquille, ça reste du moteur. On dépasse les 85 décibels. Vous n'êtes pas sur la route et vous n'êtes pas un véhicule. Parce qu'en fait on a un radar, c'est-à-dire qu'on voit un truc, on voit un truc qui bouge. Qui bouge. Si ça bouge sur la route, c'est que c'est un véhicule. Si c'est pas sur la route et si ça bouge pas, c'est que c'est pas un Et ça flash. véhicule. Et donc on a des caméras LAPI, donc des caméras qui regardent votre plaque d'immatriculation, et après ça va à la verbalisation si c'est mis en place. Pour l'instant, on n'est encore qu'en test. Oui, vous êtes en phase d'expérimentation. Le radar en question, il s'appelle Hydre, c'est ça ? Absolument. Oui. Pourquoi ? Ah oui, tiens, au fait. C'est un personnage célèbre de la mythologie. Oui. Et bien parce qu'en fait, c'est le grand frère de la méduse, qui est effectivement dans la mythologie frère et sœur. Et cette méduse, elle avait plusieurs têtes, et ce radar, en fait, il a 4 têtes, 4 capteurs de bruit qui sont placés de manière un peu spécifique sur une sorte de pyramide pour justement pouvoir mesurer les mouvements. C'est-à-dire que si par exemple, on vient de la gauche, et ben le capteur de gauche, il va avoir un plus gros bruit. Si on vient de la droite, le capteur de droite va avoir un plus gros bruit. Et donc comme ça, on peut localiser le bruit, ce qui est la condition pour pouvoir identifier le véhicule responsable. D'accord. Il a été évalué en Suisse il y a déjà un petit moment, ce radar, positivement. Hyper positivement. Ils ont dit qu'on avait absolument tout bon, qu'on arrivait bien à mesurer, qu'on arrivait bien à identifier les bons véhicules, qu'on arrivait bien à ne pas verbaliser ceux qui ne fallait pas verbaliser, qu'on arrivait bien à reconnaître les plaques. Enfin, tout bon. Tout va bien, donc on attend l'homologation en France. Absolument. Alors, en théorie, on devrait avoir le premier retour là en février 2025, donc dans 3 mois maintenant. Et ensuite, on passe en deuxième phase de test en grandeur nature, donc aux mêmes endroits que vous avez cités. Et cette fois-ci, on verbalisera.
Et après, on pourra étendre l'expérimentation à tout le territoire. D'accord. Alors, verbaliser. On a évoqué tout à l'heure le seuil de 85 décibels. Bon, 85 décibels pour Monsieur Modal, tout le monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça correspond à quoi comme niveau de bruit, 85 décibels? Un mauvais aspirateur. Ben non, ça fait pas 85 décibels un mauvais aspirateur. Non, mais je sais pas, moi, j'essaie de voir. Tronçonneuse, c'est 90, c'est écrit en général dessus. Une tronçonneuse qui est très bruyante, c'est 90 décibels. Donc c'est un niveau de bruit quand même très élevé. Ça veut dire que, je prends un exemple, à l'homologation, on rigole beaucoup des Italiens en disant il y a les Ferrari, elles peuvent être homologuées en Europe qu'en Italie parce que ceux qui travaillent à l'homologation sont sourds. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de voitures où on mesure le niveau de bruit à un certain régime et qu'au-delà de ce régime, on a des clapets qui s'ouvrent dans l'échappement et on a une voiture beaucoup plus bruyante. Est-ce que si j'ai une voiture d'origine, je reprends l'exemple de ma Ferrari et que je passe en accélérant un peu fort, je risque d'être verbalisé? La réponse est oui. Mais oui, avec un truc d'origine. Alors, parce que en fait, effectivement, il faudrait discuter de comment est-ce qu'on fait l'homologation en termes sonores. Ouais. Effectivement, c'est un petit peu bizarroïde. Sur les deux roues, pour prendre un exemple qu'on va, je pense, aborder en détail, il y a deux normes de bruit. Il y a la valeur sur circuit à vitesse constante, je crois 50 km/h en troisième, ok. Et il y a une deuxième valeur qui est à l'arrêt à 50% de la puissance. À 50% de la puissance, ah oui, c'est beaucoup déjà. Et donc on a des valeurs à l'arrêt, mais qui sont importantes parce que sinon les forces de l'ordre peuvent pas contrôler. Quand elles vous demandent de vous ranger, il faut qu'ils puissent avoir un sonomètre et puis bien sûr. Donc, et le contrôle technique aussi à partir du mois de mars, puisqu'à partir du mois de mars, les motos au contrôle technique auront l'évaluation du bruit puisqu'il y aura des sonomètres. Ouais. Mais le bruit à l'arrêt pour un certain nombre de véhicules, y compris par exemple des deux roues très puissants, peut dépasser 85 décibels assez facilement. J'ai une question de Kevin sur la page Facebook de Sud Radio, puis je dirais à Momo que si on répondra à tout le monde, mais qu'on reçoit tellement de mails pour cette émission que du coup on est obligé de faire par priorité de questions. Donc je suis désolé Momo, mais continuez à nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr. Kevin qui dit: va falloir m'expliquer comment vous allez détecter le régime moteur du véhicule. De plus, le contrôle du bruit répond à des normes très précises. Alors, voilà. En fait, c'est un tel casse-tête. C'est compliqué. De bruit. Merci Kevin de la question. Donc, il y a les valeurs à l'homologation qui sont compliquées. Il y a donc deux valeurs, U1, U2. Et ce qui est complètement fou, la valeur à l'arrêt est supérieure à la valeur en déplacement. C'est quand même un peu étrange comme manière de réfléchir. Mais, ok, plein de subtilités. Et ce que nous on fait avec notre radar, c'est qu'on mesure simplement le bruit émis par le véhicule. Point barre. Et est-ce que c'est au-dessus ou au-dessous d'une valeur? Peu importe s'il est d'origine, pas d'origine, modifié ou pas modifié. Exactement. En clair, je vais être très clair, ceux qui ont des Harley qui ont tous modifié leur échappement pour avoir un joli bruit, s'ils passent en roulant doucement devant le radar, il n'y aura pas de problème. S'ils sont en pleine accélération, ils seront verbalisés. Vous êtes d'accord? Plein gaz. Ouais. Et puis alors, est-ce que du coup, et ce sera ma question perso, après on va devoir passer à Gwendal qui nous attend, mais est-ce que toutes les mobilettes qui changent dans les rues, dans les villes, est-ce qu'il va y avoir des radars un peu partout? Ils vont être installés où les premiers radars? Ils vont être installés où, Parce que c'est principalement en agglomération que ça dérange les gens, le bruit. En pleine campagne, un radar anti-bruit, on voit pas bien à quoi ça pourrait servir. Tout à fait. Alors ça dépendra des collectivités qui choisiront ou non d'installer ces radars. Nous, on a inventé le dispositif, on le fait homologuer. La région Île-de-France va cofinancer leur installation dans un certain nombre d'endroits pour que, justement, là où il y en a besoin, on puisse les mettre. Mais après, chaque collectivité décide. Bon, ils seront indiqués comme les radars de vitesse. Je ne sais pas. Il y a encore des choses à... Non, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur Facebook, et moi je les entends, ces réactions où c'est un peu encore des radars, enfin voilà. Mais bon, pour le bruit, il faut dire que le bruit, alors je sais pas, une moto très bruyante avec un échappement libre qui passe en ville la nuit, moi j'avais lu quelque part que ça réveillait 20 000 personnes sur un trajet de 5 km. C'est vrai que il y a des moments, l'excès de bruit, c'est vrai que ça nous porte sur le système, c'est le cas de le dire. Non, mais moi je suis totalement d'accord. Et puis ça a des conséquences sur la santé. On a juste Jules qui nous dit la mesure du bruit au contrôle technique pour les voitures il est prévu en 2025 aussi? Non, c'est pour les motos. Ah, c'est pour les motos, pour les voitures. Bon, il y a encore, voilà. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Olivier. Merci d'être venu à vélo. Avec plaisir. Je rajoute une petite info. Oui. Nos statistiques montrent qu'il n'y a que 1% des véhicules et des deux roues motorisées qui sont
au-dessus de cette mesure. Donc en fait, on ne veut pas faire chier les motards ou les automobilistes. On parle vrai, non, c'est juste ceux qui vraiment dépassent les bornes. Mais tous les autres, évidemment, il faut qu'ils puissent continuer à utiliser leur véhicule. Et quand on dit qu'on dépasse les bornes sur une émission qui parle auto, moi j'aime bien. Tiens, on a dépassé les bornes du temps aussi. Merci beaucoup Olivier Roux de Bruit Parif qui est avec nous et qui vient régulièrement. Olivier Blond. Oui, mais c'est parce qu'il a changé de couleur. Regardez, il est allé chez le coiffeur. Changé de couleur de cheveux. Bon, ça démarre bien. Pardon Olivier. À très vite. Allez, tout de suite une pause et puis on va accueillir Gwendal au 0826 300 300. Et nous sommes ensemble, et vous le savez, jusqu'à midi. On va accueillir Gwendal dans quelques instants, qui a une question à nous poser. Mais j'ai une très bonne question qui est arrivée suite au sujet que nous vous avons proposé sur les radars entrée-bruit, l'ami Jean-Luc, et qui vient d'arriver. C'est Kevin, sur la page Facebook, qui nous dit « Ma moto est homologuée à 102 dB d'origine, du coup vous allez m'interdire de rouler ?» Elle est homologuée à 102 dB à un certain régime. Ça veut dire que quand il passera devant un radar, il faudra qu'il roule plus doucement pour faire moins de bruit. Voilà. S'il accélère à fond, il sera verbalisé, même s'il a une moto qui est totalement d'origine. Et ben voilà, vous avez votre réponse en direct. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous écrire. Bonjour Gwendal. Bonjour Gwendal. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes où, vous? Ah ben nous on va bien. Nous. Ouais, vous allez bien. Moi je suis sur la région de l'Annonay. En Ardèche. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a des très jolis vins aussi là-bas. On vous écoute, Gwendal. Il y a des beaux cours d'eau aussi. Mais les moins cours d'eau, Laurence, vous avez remarqué. Je suis à moi. On n'a pas mis le dos cette année. Ouais. Si, moi je prends de l'eau entre deux verres. Alors on a parlé vin, on a parlé eau, on va parler huile maintenant. C'est ça. Joli, l'ami Jean-Luc. Oui, effectivement. Moi, ça fait depuis que j'ai des voitures, je fais des vidanges moi-même. Et du coup, à l'époque, il y a quelques années, quand on achetait une huile pour soit une diesel ou soit une essence, sur la bouteille d'huile, le bidon d'huile, il y avait marqué pour essence ou pour diesel. Oui. On ne pouvait pas acheter une huile mélangée, quoi. Et aujourd'hui, là, j'achète aujourd'hui des huiles toujours, et il y a marqué sur le bidon essence et diesel. Donc maintenant, on peut acheter. Vous utilisez quoi comme huile? C'est la Total Energy, la Quartz Ineo. Ouais. Bon, alors je vais faire un peu de pub. Vous avez raison d'utiliser du Total. Pourquoi? Parce que en fait, vous savez, les fabricants d'huile, il y en a qui ne fabriquent que de l'huile. Il y a des marques comme Motul, Castrol, etc. qui font que de l'huile, mais c'est pas eux qui fabriquent les produits de base. Les produits de base, c'est les pétroliers qui les fabriquent. Donc Total est le premier producteur, pour ce qui est de la France en tout cas, de produits de base. Donc ils savent de quoi ils parlent. Et ensuite, c'est pas eux qui fabriquent les additifs. Il y a des fabricants, il y a deux principaux fabricants d'additifs en Europe, et une huile, c'est jamais qu'un cocktail, c'est une recette de cuisine. C'est comme le gâteau que vous avez à côté de vous, là, c'est un pain d'épices. C'est une recette de cuisine. On peut avoir des pains d'épices qui ont différents goûts, qui sont faits avec les mêmes ingrédients, mais dans des proportions différentes. Une huile, en gros, c'est ça. Alors avant, oui, il existe toujours des huiles pour les diesels et pour les moteurs essence. Pourquoi? Parce que les contraintes dans un diesel, les contraintes de pression, de température sont pas les mêmes que dans un moteur à essence, et surtout une huile diesel a tendance à plus s'encrasser, donc il faut ce qu'on appelle des dispersants et des détergents un peu plus efficaces et en plus grande quantité dans une huile diesel. Mais aujourd'hui, on a aussi des moteurs essence qui ont tendance à s'encrasser. On va pas parler du 1 litre de Puretex, ça serait tiré sur l'ambulance, mais donc on a aussi des huiles pour les moteurs essence qui réclament d'être beaucoup additivés. Donc ce qui fait que les fabricants d'huile qui autrefois mettaient beaucoup de ces additifs dans les huiles diesel se rendent compte que finalement cette huile diesel, elle marche aussi pour les moteurs essence et inversement. Donc on a des huiles qui sont compatibles pour les deux. Cela dit, alors, je ne sais pas ce que vous avez comme voiture, Gwendal. Allô? Oui, allô? Vous avez quoi comme voiture? Moi, c'est une Peugeot 2008 de 2018. Avec diesel, quoi comme moteur? C'est un diesel. Oui, mais quoi? 1,5 litre? C'est 1,5 litre AGI. Ouais. Alors, vous respectez scrupuleusement les préconisations parce que chaque constructeur. Ouais, je prends du 5,30. Ouais, parce que là, on vient de parler, on dit les huiles diesel et les huiles essence aujourd'hui, c'est vrai que on peut utiliser l'une ou l'autre dans les moteurs essence ou diesel, à une condition, c'est que l'huile en question respecte les préconisations strictes du constructeur. Vous savez que
pratiquement pour chaque voiture, aujourd'hui, il y a une spécification particulière d'huile. C'est un truc de dingue. On demande aux fabricants d'huile de rattraper les gamelles de la conception des moteurs. Bon, typiquement, on va reprendre encore l'exemple les deux PureTech. Ça fait 3 fois qu'on change la norme d'huile pour ce moteur, pour éviter les problèmes de... Alors, il y en a beaucoup, hein, mais le principal, c'est la courroie de distribution qui trempe dans l'huile et qui se désagrège. Donc, ça fait 3 fois que le fabricant dit on demande aux fabricants d'huile de changer la norme de l'huile. Il faut absolument respecter la préconisation du constructeur. Hein, faute de quoi, vous risquez de tomber en panne. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre votre carnet d'entretien. Et de regarder si dans les normes API, machin chouette, ça c'est très compliqué, mais de regarder si sur votre bidon d'huile, ça correspond bien à ce que vous demande le fabricant du moteur. C'est essentiel. Sur le bouquin de la voiture, c'est bien marqué cette huile en plus. INEO 530. D'accord. Ok. Bon, à partir du moment où vous pouvez le faire, en sachant que une huile ça s'use quand on roule. Donc si vous faites très peu de kilomètres, c'est pas la peine de faire la vidange tous les ans. Donc je fais beaucoup de kilomètres par jour. Par rapport à la question de Gwendal, pour tous ceux qui écoutent Sud Radio aujourd'hui, il y a des huiles aujourd'hui qui font diesel et essence. Voilà, mais de préférence, on respecte. Mais il faut respecter ce qui est écrit sur le carnet. Là, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel. Ok. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Merci Gwendal d'être venu. Merci beaucoup. Vous venez quand vous voulez. Hein, la porte est grande ouverte. Nous avons tout simplement dans quelques instants un essai à faire et nous allons pouvoir parler de une voiture. On l'avait annoncé au début de l'émission, ça va un peu râler aujourd'hui. Même dans l'essai de la semaine, ça va râler. J'ai un petit chouille quand même. Allez, à tout de suite. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas les essais de l'ami Jean-Luc, je vous invite évidemment et tous aussi à retourner sur la page YouTube de Sud Radio afin de voir les essais dans leur totalité, même si là, histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche, on vous met quelques extraits sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, aujourd'hui, une Wiz. Oui, la Aeon Motors Wiz City Duo, vous allez me dire c'est étranger, ça. Non, c'est French, figurez-vous. Vous savez que même chez les écolos, beaucoup critiquent la voiture électrique, principalement à cause de l'encombrement et du poids important de certains modèles. C'est dû à l'emport de grosses batteries. Alors les détracteurs préconisent l'emploi de micro-citadines électriques pour remplacer ces tanks dans les agglomérations. La Wiz City Duo, qui est fabriquée en France, comme je vous l'ai dit, fait partie de cette offre. C'est ce qu'on appelle un quadricycle lourd à moteur, conduisible dès l'âge de 16 ans avec un permis B1. Premier intérêt de ces micro-voitures, c'est leur compacité. Même si une Smart de première génération était presque 50 cm plus courte que cette Wiz, qui affiche 2,99 m de long. Elle est aussi très haute, 1,68 m. Ça lui donne plus une allure de gros jouet qu'une allure de voiture. Bon, je trouve pas ça foncièrement beau. Vous n'êtes pas le seul, parce qu'Anthony, notre réalisateur, il n'arrête pas de m'en dire plein d'oreilles là. Mais c'est quand même moins moche qu'une Citroën, ami. Et aussi moins basique. Je vous rappelle que la Citroën, c'est une voiture sans permis. Bon, la carrosserie en ABS cache en revanche une architecture mécanique originale. En effet, il y a 4 moteurs électriques situés dans chaque roue. C'est donc une 4 roues motrice, mais ça n'a rien de commun avec les voitures de rallye, parce que là, on a 16 chevaux, 40 Nm de couple par moteur. Ça devrait normalement dépoter au démarrage, mais on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Elle ne pèse que 599 kg, cette voiture. Il y a vraiment des choses étonnantes sur cette petite Wiz. Déjà, les portières s'ouvrent largement pour faciliter l'accès à bord. Ensuite, on a un coffre qui est de taille surprenante pour ce véhicule, 600 litres. Et puis, on a aussi des mini portes arrière qui permettent d'accéder à 2 petits coffres supplémentaires de chaque côté. La batterie, elle est située entre ces 2 espaces. C'est un élément lithium-ion fer-phosphate d'une capacité de 11,5 kWh. Il se recharge via une prise qui est située à l'arrière, mais la puissance de charge est très limitée, c'est 2,3 kW maxi. La présentation intérieure, elle est plutôt sympathique, avec des matériaux certes rigides, mais bien assemblés. C'est moins minimaliste qu'à bord de la fameuse Citroën Ami. On dispose aussi d'un tableau de bord numérique. Et puis l'équipement n'est pas trop indigent, parce qu'on a des glaces électriques, des rétros électriques, et puis surtout un pare-brise chauffant qui évitera l'aventure malheureuse que j'ai vécue au volant de la Fiat Topolino, parce que j'avais, avec l'habitacle totalement embué, j'avais failli me faire couper en 2 par un bus. Bon, ici la vision est d'ailleurs panoramique, étant donné la position de conduite qui est assez haute.
Et puis certaines options sont intéressantes, comme le support magnétique de smartphone qui inclut un chargeur à induction ou encore une enceinte Bluetooth qui est située entre les sièges. La marche contrôle via 3 boutons, ça c'est fastoche, même pour les blondes, neutre, marche arrière et marche avant. Enfin, signalons que les sièges sont assez enveloppants et confortables, ce qui n'est pas un luxe vu la dureté des suspensions. Vous verrez les images, elle parle d'elle-même, même sans le son. En effet, c'est le plus gros défaut de la Wiz, elle est raide comme un bout de bois. C'est déjà très inconfortable sur route lisse, ça devient carrément une punition sur les pavés ou lorsqu'il faut franchir un ralentisseur. Cette raideur s'accompagne de grincements et de craquements qui créent une ambiance sonore plutôt désagréable. En clair, mieux vaut être sourd et pas trop sensible du dos pour se sentir bien à bord. La récupération d'énergie, elle aurait aussi mérité un peu plus de vigueur afin de permettre une conduite avec une seule pédale, ce qui est utile en ville, mais c'est sans doute impossible à cause de la modeste puissance des moteurs. D'ailleurs, à l'accélération, on se demande bien où sont passés les 160 Nm de couple annoncés, car l'auto, elle est franchement lymphatique. On se console avec une tenue de route rassurante sur le mouillé grâce aux 4 roues motrices, même si les pneus de mobilette provoquent un sous-virage assez marqué. Le freinage à 4 disques est tout à fait correct et permet de rouler à la vitesse maxi, c'est 90 km/h quand même, sans trop d'appréhension. Il faut simplement éviter de rouler quand il y a du vent latéral, car les écarts de trajectoire peuvent être alors, on va dire, surprenants, pour pas dire pire que ça. On conseillera donc d'utiliser la Wiz en agglomération, en sachant qu'elle n'a pas le droit de rouler sur les voies rapides, par exemple le périphérique parisien, même limité à 50 km/h. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a plusieurs recours juridiques qui sont, on en parlera avec Rémi bientôt, mais ça risque d'aboutir. Alors, compte tenu des restrictions d'usage, l'autonomie elle est proche de 100 km, ça paraît surdimensionné de faire sans borne là-dedans. C'est dommage car la batterie grève sans doute le prix de cette micro-citadine électrique. Vous êtes assis, la Wiz City Duo est en effet vendue 16 899 € et ne bénéficie plus depuis hier de bonus écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que pour 2000 € de plus, bonus déduit, vous avez une Citroën IC3 qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus performante, qui emmène 4 personnes, etc., etc. Donc nos amis écolos qui disent achetez ce genre de bagnole, achetez-les d'abord. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. Vous étiez très concentrés, je ne sais pas si vous avez entendu tout ce qui s'est passé ici autour, de l'équipe autant de la réalisation au standard que dehors, et l'ami Jean-Marie Bordry, il m'a dit mais c'est laid. Voilà, pour le coup, elle ne plaît à personne. Oui, mais pour le coup, elle ne plaît à personne. Ça plaise ou ça plaise pas, mais c'est surtout pas agréable à conduire. Voilà. Et il y a Stéphane qui dit, on dirait que Jean-Luc s'est fait des frayeurs. Comment on peut homologuer de tels véhicules? Mais on peut homologuer. Oui, alors ça freine bien. Bon, et évidemment, un truc qui fait 1m68 de haut et qui est pas large, dès qu'il y a un petit coup de vent latéral, vous changez de fil. Voilà. Et comme dit l'ami Jean-Marie Bordry, on dirait une grosse glacière. Ouais. Alors elle est passée par tous les noms dans cette équipe ce matin, votre voiture. Mais c'était bien de l'essayer. Non, mais c'est bien de l'essayer pour savoir. Il y en a qui prônent ça comme solution. Moi, je dis bon, ok, next. Ok, et si vous voulez en savoir plus, vous allez la sur vidéo YouTube. En entier. Voilà, tout simplement. Allez, à suivre une pause, et puis on va parler d'environnement et le coup de rabot sur le bonus écologique qui concerne entre autres l'achat des véhicules électriques. On recevra Dorothée Desraux, qui est directrice de la communication de Mobiliance, pour nous parler de tout ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les voitures électriques? C'est clairement une mauvaise nouvelle. Eh ben, vous avez la réponse déjà dès maintenant. À tout de suite sur Sud Radio. Parler de ce coup de rabot sur les bonus écologiques avec Dorothée Desraux, directrice de la communication de Mobiliance. Bonjour Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Laurence. Et directrice des affaires publiques aussi, je crois. Tout à fait. Voilà. Un mot sur Mobiliance pour ceux qui connaissent pas bien, parce que c'est professionnel assez là. Tout à fait. Nous sommes l'organisation professionnelle qui représente l'ensemble des services de l'automobile. Donc c'est 180 000 entreprises en France et 560 000 emplois sur l'ensemble de la France. Ouais, donc c'est significatif. Alors, on entend parler de ce coup de rabot sur les bonus déjà depuis un petit moment, mais là, ça y est, c'est fait, puisque en fait, le décret a été publié hier. Alors non, le décret est publié, non, il n'est pas encore publié. Il n'est pas encore publié. Il a été signé jeudi, je crois, enfin annoncé. Il a été annoncé effectivement par une conférence de presse par le gouvernement jeudi. En revanche, il sera publié soit demain, soit en début de semaine prochaine, a priori. Donc on peut considérer que ça y est, le coup de rabot, il sera effectif avant la fin de l'année, ça c'est sûr et certain.
C'est sûr et certain. Alors, c'est ce qu'a dit effectivement le gouvernement en conférence de presse jeudi. En fait, en 2024, on avait une enveloppe globale budgétaire qui s'élevait à 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble du verdissement, donc les aides à l'achat des véhicules. Et pour 2025, l'enveloppe a été réduite de plus de moitié puisqu'elle sera de 700 millions d'euros. Donc, c'est vraiment effectivement un tour de vis budgétaire drastique. En fait, eu égard à la situation financière de l'État, hein, clairement. Oui, mais ils sont en train Dorothée, il me semblait bien, il y a quelques années, quand on a mis en place le système du bonus-malus, où on disait le bonus sera financé par le malus. C'est plus le cas? C'est terminé, ça? Alors clairement c'est terminé puisque on a eu une semaine effectivement très active. Donc on a ce décret effectivement qui est à paraître avec donc cette enveloppe qui est divisée par 2, mais parallèlement, nous avons l'examen du malus au Parlement. Et effectivement, l'examen du malus, l'article tel qu'il est aujourd'hui dans la loi de finances, en fait, il multiplie de façon vraiment très forte ce malus écologique pour 2025. Donc en fait, on sait que les recettes l'an prochain seront d'environ 2 milliards d'euros et en 2027 autour de 4 milliards d'euros, ce qui fait que si vous avez une enveloppe de 700 millions, vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas du tout à l'équilibre. Ouais, donc on va considérer que c'est le malus n'est plus écologique, on va considérer que c'est un impôt. Voilà. Alors on nous parlait pendant longtemps, on nous a dit oui, on veut pas faire d'écologie punitive. Bon, on est dans le contre-exemple parfait. Je voudrais, Dorothée, qu'on rentre dans le détail de ces coups de rabot sur le bonus écologique, parce que on nous dit ok, alors on avait auparavant pour monsieur et madame tout le monde un bonus qui était de 4 000 €. Alors pour ceux qui avaient des très faibles revenus, ça pouvait monter jusqu'à 7 000 €. Alors après très faible revenu, vous avez les fameux déciles. Là, on n'y comprend rien. Hein. C'est quoi les déciles? Parce que là, les déciles, c'est le pourcentage de ce que vous gagnez par rapport au reste de la population. Il y a différentes catégories, c'est ça, hein? J'ai bon? Exactement. Ouais. C'est-à-dire que vous avez 10 déciles. Alors tout cela est très technique, hein, donc on va pas trop aller dans la technique. Mais en gros, vous avez 10 déciles. Jusqu'au 5e décile, en gros, c'est les revenus qui ont de ménages qui vont jusqu'à 16 000 € annuels. Et puis ensuite, à partir du 6e décile, c'est au-delà de 16 000 €. Ça vous donne à peu près une fourchette. Or, dans le décret, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que les aides seront maintenues à 4 000 € pour tous les ménages jusqu'au 5e décile. Donc, en dessous des 16 000 €. Ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois, grosso modo. Et qui ne peuvent pas s'acheter de toute façon. Et qui ne peuvent pas s'acheter une voiture électrique, on est d'accord. Même neuve, quelle qu'elle soit. Sauf s'ils oublient de déclarer une partie de leurs revenus comme certains. Alors, je ne peux pas balancer des noms, mais j'en connais. Allons-y. Et ensuite, le montant baisse à 3 000 puis 2 000 € selon votre décile, entre les déciles 6 et 10. Donc en fait, vous aurez des bonus un peu selon vos revenus qui seront soit à 4 000, soit à 3 000, soit à 2 000 €. Ça va être pratique pour ceux qui vont acheter une voiture. Le concessionnaire, il leur demandera quoi? Leur feuille d'impôt, ça va se passer comment, ça? C'est exactement ça, effectivement. Quand les dispositifs de ce type-là sont en fonction des revenus, le concessionnaire est obligé de demander effectivement vos revenus et une preuve de la feuille d'impôt quand il saisit le dossier, quand vous achetez votre véhicule. C'est hallucinant. Donc les concessionnaires vont se transformer en personnel des impôts, en gros, c'est ça? Alors c'est déjà un peu ça en fait. C'est déjà un peu ça. Puisque les distributeurs aujourd'hui, ils avancent la trésorerie pour mémoire des aides, de l'ensemble des aides. Alors la prime à la conversion là est supprimée à partir de 2025, mais jusque là, sur le bonus, sur la prime à la conversion et sur le leasing social en 2024, ils ont avancé l'ensemble de la trésorerie. Donc c'est vraiment, on va dire, si on le dit positivement, des partenaires de l'État sur toutes les avances de trésorerie sur le verdissement des flottes. D'accord. Et on peut alors le leasing social, tiens, revenons un peu le leasing social, il va devenir quoi? On nous a dit oui, il va être maintenu, mais il va peut-être être modifié. Alors aujourd'hui, le leasing n'est pas arbitré. On sait qu'il y aura un leasing en 2025, ça c'est certain, mais qui sera considérablement lui aussi raboté. Cette année, pour mémoire, en 2024, vous avez eu pendant 1 mois et demi un espèce d'effet, un dispositif très court qui a duré 6 semaines, mais qui était très élevé à 13 000 € par véhicule. Et a priori, l'an prochain, ça ira de 6 à 8 000 €. Mais encore une fois, ça n'est pas totalement arbitré, mais ce qu'on nous dit, c'est ça aujourd'hui, de 6 à 8 000 €, avec un nombre de véhicules bien inférieur à celui de 2024, puisque cette année, c'était 50 000 véhicules. A priori, on divisera au moins par 2 l'an prochain. Oui, c'est pas une enveloppe, et quand on dépassera l'enveloppe, ça s'arrêtera. Parce que on sait ce qu'on n'a pas dit également. Là, on parle de 700 millions pour les bonus écologiques l'année prochaine, en admettant, on est dans un monde idéal, que le marché du véhicule électrique augmente d'un coup. Quand les 700 millions seront dépensés,
imaginons au mois de juillet ou août, la fin de l'année, tous ceux qui achèteront des voitures électriques n'auront plus de bonus du tout. On ne dépassera pas l'enveloppe budgétaire. C'est ce qui est prévu. C'est exactement ça. Et ça modifie complètement d'ailleurs la méthode. Cette année, en fait, le sujet, c'est que l'enveloppe n'était pas bloquée. Donc en fait, avec le leasing, l'État a dépassé de plus de 300 millions l'enveloppe, ce qui a fait complètement déraper le budgétaire. En 2025, vous aurez une enveloppe bloquée, donc ils ne pourront pas dépenser plus de 700 millions. Et donc, les concessionnaires vont devoir effectivement bien regarder avec l'État à quel moment l'enveloppe va être bloquée. Donc, ça peut très bien être bloqué avant la fin 2025. Et quelles conséquences, du coup, pour les professionnels de l'automobile? Là, vous nous avez parlé des concessionnaires, mais tous les autres, cette baisse, est-ce qu'on peut craindre effectivement un vrai ralentissement des ventes des voitures électriques? Alors nous, ce qu'on voit, c'est que les aides de l'État aujourd'hui, c'est elles qui sont une bonne incitation effectivement à l'achat d'un véhicule pur électrique. Très clairement, l'aide, d'ailleurs il y a des études qui le montrent, ça engage la vente d'un véhicule électrique aujourd'hui. Donc effectivement, on l'a vu en Allemagne, là il y a un an, ils arrêtent les aides. En fait, mécaniquement, le marché du véhicule électrique s'effondre. En France, effectivement, dès que vous avez une baisse des aides, c'est exactement comme en Allemagne. En fait, très rapidement, les ventes ralentissent. Ouais, on va y revenir plus en détail après, parce qu'il y a des chiffres que Mobiliance a publiés, moi, qui m'ont fait froid dans le dos. Ouais, c'est exactement ça. En se disant, mais comment des gens qui nous gouvernent peuvent être autant à côté de leur pompe. Mais avant ça. Sur les bonus, on n'a pas parlé, mais sur les utilitaires légers, donc tous les professionnels qui vont devoir acheter qu'on incite à acheter des utilitaires moins polluants et électriques, c'est vrai que ça peut avoir du sens. Là, on leur vire complètement le bonus, c'est fini. Alors, le bonus est supprimé pour les véhicules utilitaires légers, exactement, sauf que l'État va changer de méthode, et de ce que l'on nous a dit, effectivement, il y aura quand même du financement, mais par qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie, où il y aura 300 millions sur ces véhicules utilitaires légers qui seront mis en place à partir de début 2025. Mais donc le mode de financement va changer. Ce ne sera plus le budget de l'État, ce sera financé sur des C2E. C'est quoi les C2E ? Ça va être très compliqué parce que, par exemple, faites des travaux de rénovation énergétique chez vous, ça vous donne droit, ça donne droit à ces C2E. Donc, c'est ça qui sera. C'est la même méthode. Ok. Donc en fait, on déplace juste les écritures et on met un beau bazar encore. Non, on va complexifier encore. Oui, c'est ça. On met un beau bazar. C'est ça. Okay. Tout à l'heure, j'en parlais parce que l'essai de la semaine, c'était un quadricycle lourd à moteur. Donc les catégories L7, c'est fini aussi. Les bonus, il y avait un bonus de 900 €, je crois. Genre pour les amis, tout ça. C'est terminé ça. Tout à fait, c'est terminé. Alors ça, effectivement, on est très interrogatif parce que c'est un marché qui fonctionne bien. Ce sont des véhicules légers, très environnementaux, très écologiques, qui sont complètement dans le développement durable. Donc on était très étonnés effectivement de la suppression de ces bonus-là, alors que c'est un marché justement, notamment en milieu urbain, où ça fonctionne bien et où, encore une fois, c'est très écologique. Ouais. Mais alors, il y a ces véhicules-là, mais il y a aussi les vélos à assistance électrique. Oui, mais alors, juste une question. Si on ne donne plus de bonus, puisque les Chinois ont déjà commencé, les voitures chinoises n'avaient pas de bonus. Si on ne donne plus de bonus ou on les réduit sur les voitures françaises et européennes, on va de nouveau faire le jeu des constructeurs chinois. Totalement. Alors j'en ai parlé justement avec un responsable d'une marque chinoise vendue en France. Je vous dirai pas qui c'est, parce que sinon, si je parle d'MG, on va me dire là. Mais eux, en fait, ce qui se passait aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir une surtaxe sur les véhicules électriques. Alors on ne sait pas exactement de combien. Pour l'instant, on est dans une sorte de marécage. Ça va arriver, mais on ne sait pas exactement comment ça va être appliqué. Sauf qu'eux, ils ont une marge qui est énorme entre le coût de production et le prix de vente en France. Ils vont pouvoir jouer sur cette marge, et le fait que les bonus écologiques diminuent pour les véhicules fabriqués en Europe, puisque à moins d'être très pauvres, auquel cas vous n'achetez pas un véhicule électrique, ceux qui ont les moyens aujourd'hui de se payer un véhicule électrique n'auront plus de bonus écologiques, ou très peu, ou beaucoup moins. Et là, on sait en France qu'on marche beaucoup à la carotte. C'est très étonnant. Pendant longtemps, les gens achetaient des diesels parce que le carburant était moins cher, même s'ils n'avaient pas l'usage d'un diesel, et qu'au final, ça leur coûtait plus cher entre l'entretien, le prix d'achat du véhicule qui était plus élevé. On ne s'y retrouvait pas économiquement parlant, mais la carotte fiscale du prix du carburant plus bas les incitait à acheter un diesel. Ça a incité les gens à acheter des voitures électriques. Le bonus, c'était vraiment la carotte. Aujourd'hui, si la carotte est moins grande ou disparaît, il y aura de moins en moins d'acheteurs potentiels de véhicules électriques. Donc les Chinois vont arriver en disant, écoutez, nous,
Ok, il n'y a plus de bonus sur les véhicules ou moins de bonus sur les véhicules fabriqués en Europe. On baisse nos marges et on vous propose les véhicules moins chers. On a pas mal de réactions et après, je voudrais vraiment, Dorothée Dérault, vous qui êtes directrice de la communication et des affaires publiques de Mobiliance, que vous nous donniez la position de ce syndicat qui est Mobiliance, cette grande fédération de défense des métiers de l'automobile. On a Cédric qui dit, on revient en arrière, bien joué. En plus, le marché de l'occasion, ça c'est Stéphane qui nous en parle. Le marché de l'occasion, nous dit-il, alors moi j'ai mon qui a complètement bugué, voilà. En plus, le marché de l'occasion plonge sur l'électrique. Comment va-t-on faire ? Enfin voilà, ça va être compliqué. Je voudrais avoir la position de Mobiliance, Dorothée. Oui, alors effectivement, pour nous, la baisse des aides est vraiment problématique. On comprend, si vous voulez, le sujet de l'endettement de l'État, ça on ne le remet pas en cause, mais c'est vrai que la division par deux, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, les marques chinoises qui ont beaucoup plus d'avance que sur les marques européennes et françaises vont totalement bénéficier, comme vous le disiez Jean-Luc, de cet état de fait, ça c'est très clair. Donc nous, ce qu'on a toujours demandé, c'est effectivement d'avoir des aides pendant cette période de transition. C'est pas pour les 10 prochaines années, mais là, on est dans les 3-4 ans qui font mal, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a les normes CAFE, alors pardon pour ce terme technique, qui entrent en vigueur en 2025, où les constructeurs européens auront des amendes en fonction de la moyenne de leurs ventes et des émissions de CO2 de leurs ventes. Donc ils s'exposent à des milliards d'amendes. Et puis on s'est fixé des objectifs, 66% de part des ventes de véhicules électriques d'ici à 2030, lesquels devront atteindre 15% dans le parc roulant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, clairement, faut pas se voiler la face, on met un coup de frein aux ventes de voitures électriques avec la baisse des bonus. Et puis Jean-Luc, les constructeurs qui ont fait des efforts, les constructeurs qui sont allés vers l'électrique, qui ont investi, bien sûr. Ils s'en prennent plein la... Mais ils vont avoir la double peine parce qu'ils vont pas remplir les objectifs, donc ils vont avoir des amendes. Mais en plus, on n'atteindra jamais les objectifs de 66% qui avaient été fixés. D'ailleurs, cet objectif, on est d'accord, Dorothée, il était inatteignable avant la baisse des bonus déjà. Alors clairement, et nous, pour Mobiliance, on n'est clairement pas du tout d'accord aujourd'hui avec ces objectifs. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur le malus, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le projet qui est déposé sur la table du Parlement est un véritable matraquage fiscal. Aujourd'hui, en fait, par rapport, il y a un texte qui s'appelle le projet pluriannuel de l'énergie de l'État, qui effectivement donne des trajectoires complètement irréalistes. Mais par exemple, la trajectoire du malus, elle est calculée en fonction de ces objectifs-là, qui pour nous paraissent complètement irréalistes, compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'état des ventes automobiles. Et donc le malus, aujourd'hui, selon nos projections, le projet qui est aujourd'hui déposé sur la table, c'est 77% exactement de malus qui seront sur les immatriculations de véhicules en 2027. 70% des ventes, c'est énorme. C'est complètement dingue. Alors qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 45% des ventes qui sont concernées. Donc en fait, nous, on l'a clairement dit, et d'ailleurs on a fait beaucoup de travail aussi avec les parlementaires sur ce sujet, on a dit qu'aujourd'hui, il n'était pas possible de fiscaliser à ce point l'automobile, parce qu'en fait, ça va impacter les ventes évidemment, et surtout avec la baisse des aides, en fait, on ne s'y retrouvera pas. Ouais. Alors ça signifie les objectifs fixés, je vous donne juste un chiffre qui parle de lui-même. Il faudrait que la croissance soit sur le marché de l'électrique pour remplir l'objectif. On parlait avant la baisse du bonus, il fallait déjà une croissance constante de 39% par an, c'est-à-dire plus 39% par an de vente de voitures électriques pour atteindre l'objectif qui avait été fixé. Ça paraissait déjà complètement inatteignable. Aujourd'hui, on va faire baisser le marché de l'électrique, donc on est très loin du plus 39%, on va être peut-être à moins 20 ou moins 30%. Donc c'est totalement irréaliste. Et puis évidemment, il y aura toutes les conséquences, et Stéphane sur Facebook m'a envoyé toute une étude là-dessus, les conséquences aussi sur le marché de l'occasion électrique. Bien sûr, bien sûr. Dorothée, merci beaucoup. Merci, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, parce qu'à mon avis, le sujet n'est pas clos. Ah là, il ne fait que de s'ouvrir. La Dorothée Dérault-Julien, qui est directrice de la communication de Mobiliance et directrice des affaires publiques, merci. Et on continuera à donner la parole aux professionnels de l'automobile, qu'on aime beaucoup ici, parce qu'ils sont les premiers impactés également, et tous les emplois qui vont avec. La preuve avec toutes ces usines qui ferment aujourd'hui. Merci à vous, bon week-end. Allez, dans un instant, c'est le retour de l'info sur Sud Radio, et puis on va parler
On va parler auto, on va parler pneus aussi avec l'ami Dominique Stamfel qui nous rejoint juste après le journal de 11h. Et nous voici arrivés dans la seconde heure de notre rendez-vous. Alors juste une chose, puisque vous savez que c'est le Téléthon aussi en ce moment, vous n'oubliez pas le 36-37 entre autres pour faire vos dons. Alors, on va parler de quelque chose qui vous a fait réagir, ce sera en fin d'émission. Je sens que vous allez vous amuser un peu, l'ami Jean-Luc. On va se poser une vraie question. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais les constructeurs chinois et les constructeurs indiens ont racheté des marques européennes prestigieuses. Donc on se posera la question de savoir si les marques européennes dans le giron de ces constructeurs chinois et indiens ont encore un avenir. Ouais, moi je vais vous dire pourquoi. On se pose d'autant plus la question que Jaguar, donc, qui appartient à l'Indien Tata, a fait une campagne de communication sur la nouvelle orientation de la marque et je pense qu'alors ils ont fait vraiment le buzz, c'est un buzz absolument incroyable, mais on a la vidéo, un bad buzz. On aura la vidéo. On aura la vidéo sur Facebook et on vous commentera avec Sylvain Resser, grand journaliste auto également. Et on se posera aussi la question, est-ce que les Chinois font pareil? On se posera la question. Alors on se posera aussi, non pas des questions, mais on va participer, en tout cas ça c'est votre passion, les ventes d'automne chez Agut. Oui, exactement. Là aussi, il y aura de la vidéo. Ouais, idée de cadeau de Noël. Alors, pas que des trucs très chers, parce que, alors vous pourrez vous payer, si vous avez entre 400 et 800 000 euros, la Rolls-Royce Jules qui avait fait le Paris-Dakar. On va en parler, cette voiture extraordinaire. Mais il y a les prix des voitures de collection ont légèrement baissé. Donc, si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, tiens, je vous donne un petit exemple, mais on en parlera tout à l'heure. Une Triumph TR3. Alors, avec un petit peu de travaux dessus, ça s'achète entre 12 et 18 000 euros. Donc, c'est pas un budget monstrueux pour se faire vraiment plaisir avec une voiture sympathique. Et puis, on va commencer tout de suite. Et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 ou poser vos questions ou réagir sur la page Facebook de Sud Radio avec le sujet suivant. Les vendeurs de pneus sont-ils de bons conseils? On va en parler et c'est dans notre rendez-vous. Parlons bien, parlons pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et bonjour l'ami Dominique Stamfel, président du syndicat national du pneu. Bonjour. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Bonjour Dominique. Pourquoi tu as voulu ce sujet-là, toi ? Alors parce que moi j'ai été confronté à quelque chose de personnel, parce qu'il y a eu une étude qui est sortie là dans Auto Plus la semaine dernière, et que tout ça démontre que les professionnels du pneu n'ont de professionnels la plupart du temps que le nom. Ouh là là Dominique, voilà. Non, fermez vos oreilles, vous n'allez pas aimer ce qui... mais malheureusement Dominique est obligé d'aller dans le même sens que moi. Il y a un vrai souci aujourd'hui de compétences, alors beaucoup dans les centres auto. On va poser quelques questions à Dominique, mais il y a des choses qu'il ne pourra pas vous dire, mais moi je vous les dirai, puisque sur Sud Radio on parle vrai, donc on va dénoncer les très mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un niveau, alors je vais dire aussi bas en termes de conseils chez les professionnels du pneumatique, Dominique? Alors, je vais juste insister sur le vocabulaire. Je savais que ça allait pas vous plaire. Je vous connais, l'ami Dominique. Quand on parle de professionnels, les professionnels doivent être de bons conseils. Donc, s'ils sont de mauvais conseils, c'est que c'est pas des professionnels. D'accord. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des difficultés à recruter, pour lesquels il y a un turnover important de leur personnel. Et puis, il y a probablement une défaillance de l'information de l'enseigne. Donc, en tout cas, parmi les adhérents du syndicat du pneu, on est extrêmement attentif à la qualité de l'information vers nos adhérents et vers les employés de nos adhérents. Et là, on a quand même beaucoup moins de risques d'avoir de mauvais conseils. En tout cas, moi, je veille à ce que nos adhérents soient de bons professionnels. Bon, alors, exemple vécu par Jean-Luc M de Paris, qui fait changer les pneumatiques sur sa Yaris hybride. Et le temps qu'on lui change les pneumatiques, il y a une dame qui vient parce que la semaine dernière, il y a eu un épisode neigeux. Donc, les gens se sont précipités pour essayer de changer leurs pneumatiques pour avoir soit des pneus hiver, soit des pneus 4 saisons. Déjà, le professionnel en question parle de pneus neige, donc c'est inapproprié. Et dit à la dame, oui, vous avez une traction, donc on va vous mettre 2 pneus neige à l'avant. Voilà. Bon, déjà, ça fait, si on devait appuyer sur un buzzer, ça fait déjà quand même, ça fait 2 erreurs monstrueuses au même moment. Sauf qu'il faut que tu les expliques à tous ceux qui écoutent Sud Radio. On va demander à Dominique de nous les expliquer. Expliquez-nous bien ce qui vient de se passer, ce que vient de nous raconter l'ami Jean-Luc.
Là, effectivement, sur le vocabulaire, moi je déteste qu'on parle de pneus neige parce que ça laisse penser que ces pneus ne sont efficaces que dans la neige. Nous, on parle de pneus hiver, puisqu'en fait, ce type de produit a une amplitude d'efficacité pendant tout l'hiver, quel que soit l'état de la route, dès le moment où les températures sont inférieures à plus 7 degrés. La deuxième chose, c'est que les pneumatiques doivent être montés par 4, surtout quand on monte des pneumatiques différents, c'est-à-dire des pneus été et des pneus hiver, et les pneumatiques neufs doivent toujours être montés à l'arrière. Ça, c'est un principe intangible que tous les bons professionnels connaissent. Mais sauf que si j'ai des pneus hiver, attends Jean-Luc, si j'ai des pneus 4 saisons, il m'en faut 4, il m'en faut pas 2 à l'avant et rien à l'arrière, ou 2 à l'arrière et rien. Et vous déséquilibrez la voiture. Faut les mêmes, quoi. Quand vous allez être en montée, à la limite c'est pas trop grave, mais en descente sur une route, on va prendre l'exemple de la route enneigée avec des pneus hiver que à l'avant, vous allez arriver dans un virage, le cul de la voiture va se barrer, ça paraît évident. Alors il y a une raison technique, effectivement, que vous venez expliquer, Jean-Luc, mais il y a également une raison légale, puisqu'en fait la loi montagne indique que si on s'équipe de pneumatiques adaptés à la conduite hivernale, c'est toujours par 4, c'est un impératif légal. Voilà. Alors on se rend compte là dans l'étude, dans l'étude qu'a fait AutoPlus, que non seulement les conseils sont pas forcément bons. Moi, j'ai dit que j'allais balancer, donc on a des mauvais résultats chez Feu Vert et chez Norauto, où vraisemblablement les gens n'ont pas été formés parce que à la fois ils ne connaissent pas ni la loi montagne ni les règles élémentaires de sécurité quand on installe des pneus, que ce soit des pneus hiver ou des pneus 4 saisons. J'en arrive à me demander où on peut trouver le bon conseil. Parce que c'est un petit peu différent. Moi, quand j'entends quelque chose qui me heurte, j'appelle Dominique, je lui dis, te rends compte, j'ai entendu ça chez un professionnel du pneu qui ne fait que du pneu en plus. Donc, mais où est-ce qu'on peut trouver les bonnes informations ? Il y a Julien, excusez-moi, l'ami Dominique, vous allez bientôt répondre. Il y a Julien sur la page Facebook qui dit, dans un centre auto, ils ont réussi à me monter des pneus directionnels à l'envers. Oui, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Oui, ça peut arriver, effectivement. Alors, il y a quand même des indices qui permettent de reconnaître un bon professionnel, que ce soit un spécialiste du pneu ou un centre auto. C'est que d'abord, il va sortir de derrière son comptoir et il va aller voir la voiture. Il va faire le tour de la voiture pour examiner l'état des pneus et proposer un équipement cohérent s'il n'y a que 2 pneus. En plus, on l'a déjà expliqué à de multiples reprises, aujourd'hui il y a un certain nombre de subtilités dans les caractéristiques des pneus et il faut voir comment équiper la voiture de manière très, très précise. La deuxième chose, c'est qu'il doit poser des questions. Il doit poser des questions sur l'usage qu'on fait de sa voiture pour proposer l'équipement le mieux adapté. Et surtout à l'heure actuelle, pour savoir si effectivement l'automobiliste reste dans des zones de plaine non concernées par la loi montagne ou si il se déplace vers des zones qui sont concernées par la loi montagne. Auquel cas, il propose pas le même type de pneu. Donc, si vous pose pas de questions, fuyez. C'est pas un bon professionnel. Ça c'est clair. Ouais, après il y a des petits trucs. Moi, j'ai récupéré la voiture avec les jantes qui n'avaient pas été nettoyées, qui sont pleines de poussière de frein et donc de traces de doigts. Vous avez des professionnels qui vous serrent les goujons de roue à la machine et une fois on m'en a cassé un dans une roue sans rien dire. C'est hallucinant, quoi. On en arrive. Alors souvent on tape sur les garagistes, mais là je vais dire que malheureusement, Dominique, je trouve que les professionnels du pneu sont même un cran en dessous. Il y a un moment, est-ce qu'il n'est pas possible de certifier des bons professionnels, de mettre un label de qualité ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager au syndicat du pneu ? Alors déjà, une partie des membres du syndicat du pneu organisent des visites mystères dans leur centre, donc ce qui permet quand même de voir quels sont les très bons centres et ceux qui sont très mauvais, d'alerter et de corriger. En ce qui nous concerne, au syndicat du pneu, on va reprendre ou on va renforcer notre campagne d'information pour s'assurer que le maximum d'acteurs du pneu deviennent de bons professionnels. Donc on ne va pas rester à rien faire et ça c'est quand même une vraie alerte que moi j'ai reçue au travers de la lecture de cette enquête. Une question de Cédric qui dit bonjour, pneu neuf à l'arrière sur propulsion et sur traction, point d'interrogation. Toujours pneu neuf, quelle que soit traction, propulsion, 4 roues motrices, toujours les pneus neufs derrière. Alors vous avez, c'est pareil,
certains professionnels qui vont dire que non. Hein. Bon, alors on a envie de les envoyer sur les pistes d'essai Michelin où ils vont tester ce que donnent des pneus usés à l'arrière, des pneus neufs à l'avant sur le mouillé, par exemple. Oui, parce que c'est toujours assez désagréable de voir l'arrière de la voiture passer devant, et c'est ce qu'on risque en mettant les pneus neufs à l'avant. Mais là, surtout en ce moment, faites attention et soyez très attentifs quand vous faites changer vos pneus. Quoi. Oui, et faut faire attention. Alors là, pour le coup, c'est Dominique S qui avait été touché. Je crois que c'est une amie à vous, Dominique. Souvent, on essaye de vous refourguer aussi les pneus qui sont en stock, même si c'est pas de ça dont vous avez besoin. Oui, absolument. Enfin, moi, le cas qui s'est passé avec un proche, c'est une personne qui va épisodiquement dans des zones concernées par la loi montagne, et sans rien lui demander, parce qu'elle ne connaît rien aux pneus, sans rien lui demander, on lui a monté 2 pneus été, alors que le véhicule était équipé de pneus toute saison. Pour une bonne raison. Donc il y a effectivement des défaillances. Moi, je conseille quand même à nos auditeurs de voir si effectivement le professionnel s'intéresse à l'usage qu'on va faire du véhicule et puis fait le tour de la voiture. Ça, c'est le premier indice qui permet de savoir si on a affaire à un bon professionnel ou à un mauvais conseiller. Moi, je me pose quand même une question. Je fais appel à un centre auto, quel qu'il soit, ou un garagiste, je suis censé faire appel à un professionnel. Comment ça se fait que les gens qui travaillent dans les centres auto, même à la limite c'est leur premier contrat peut-être, on m'a dit il y a beaucoup de turnover. Non mais ok, et en plus ils sont très mal payés. Enfin, c'est pas des boulots, c'est des boulots au SMIC malheureusement. Et pourquoi ils n'ont pas au moins un minimum de formation? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose qui me paraît aberrant, moi. D'abord, ils sont pas si mal payés que ça, puisqu'il y a une carence sur le marché de l'emploi. En plus, c'est en tension. Et les salaires ont monté de manière significative. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils doivent effectivement subir des formations. En tout cas, c'est ce que font les vrais professionnels du pneu, mais ils ne font que ça ou quasiment que ça. Donc, ils doivent avoir des formations qui sont quand même très très poussées. La question qui était posée par Autoplus, elle était très simple en plus. Hein. Donc, c'est quand même assez scandaleux d'en arriver à cette situation. Mais en tout cas, il doit y avoir effectivement une formation minimale qui est faite pour que les bons conseils soient donnés. Et en plus, bon, en général, les gens qui sont à l'accueil dans les centres de montage de pneumatiques, c'est les gens qui sont les plus informés, les mieux informés, justement pour donner le bon conseil. Oui, bon, on peut vous conseiller ou d'appeler éventuellement ou par l'auto pour poser la question. Voilà. Si vous devez remplacer des pneus prochainement, voilà. Nous, on vous demandera au moins pour quel usage. À quel usage vous et comme ça, vous arriverez avec des bonnes informations auprès du professionnel. Je répète, hein, et j'insiste là-dessus, si on vous pose pas de questions, c'est qu'on veut vous fouiller les pneumatiques qui sont en stock et non pas vous rendre les meilleurs services possibles concernant l'usage que vous en faites. On vous l'avait dit. Voilà, on parle vrai. On doit vous poser des questions. Bien, merci Dominique Stamfel également de votre transparence et de votre honnêteté professionnelle. Merci beaucoup. Et vous avez vu, c'est une émission où on râle. On va continuer. À la fin d'émission, on met en garde les gens contre on râle quand même, certains s'il te plaît, je vais dire défaut de formation, défaut d'information. Quand tu commences ta chronique en disant ça m'est arrivé, c'est machin, c'est pas en train de râler là. Il faut dénoncer quand ça va pas. On parle vrai sur Sud Radio. Oui, on a le droit de râler aussi. Allez, on râlera à la fin de l'émission aussi parce qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses qui se font sur des marques. Mais pour l'instant, on va parler bonheur et passion dans quelques instants après la pause avec les ventes d'automne. Et juste avant, nous accueillerons Cédric qui a une question à poser au 0826 300 300. Vous pouvez continuer de nous appeler ou vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. Et évidemment, on a beaucoup de mails, mais ne vous inquiétez pas, nous ferons le maximum pour vous prendre au téléphone et vous répondre dès que ce sera possible. On accueille Cédric qui nous rejoint. Salut Cédric. Oui, bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Cédric. Comment ça va? Très bien, merci. Super, vous êtes où? Donc à Rouen dans la Loire. Oh, on aime bien. Ouais. Bon. En plus, il fait très beau aujourd'hui. Et vous avez de la température sympa, vous? Parce que dans le sud, il paraît qu'on va être à 17 degrés, 18, alors que nous, on est à moins 12. Alors, ce matin, il faisait moins 2, là, ça remontait un peu. Bon, mais il y a un très beau soleil. Ouais, c'est cool. On vous écoute, Cédric. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir, s'il était vrai qu'il fallait éviter de recharger une batterie au sol et de la stocker également.
la question. Alors énorme. Vous m'auriez appelé en disant bon, je vous appelle, je suis au pôle Nord. Vous aurez dit oui, effectivement, on évite de mettre la batterie au sol parce que si vous avez un sol qui est à moins 30 degrés, c'est pas bon. Mais ça, c'était une vieille légende urbaine qui traînait sur Internet pendant longtemps. Il n'y a rien aujourd'hui, à partir du moment où votre sol il est à une température normale, même s'il est à 2, 3, 4, 5 degrés dans votre garage, il n'y a rien qui dérange de charger une batterie au sol. Franchement, rien du tout. Mais pourquoi cette question, du coup, Cédric, vous avez entendu parler de ça où? Eh ben, c'était un vendeur de batterie qui avait donné ce conseil. En fait. Ah bah voilà, écoutez, un vendeur de batterie, ils sont comme les vendeurs de pneus. Alors ils savent pas ce qu'ils vendent. Non, il y a absolument aucun risque à charger une batterie lorsqu'elle est au sol. Ce qu'il faut pas faire, en revanche, c'est mettre le chargeur sur la batterie. Parce qu'il peut y avoir un échauffement du chargeur, ça peut être préjudiciable à la batterie. Donc il faut vous éviter de poser, au moment où vous chargez la batterie, vous évitez de poser le chargeur sur la batterie. En parlant de charge, justement, c'est le moment de faire des charges. Pourquoi ? Parce que même si les batteries s'abîment plus l'été, parce que ça fait l'électrolyte, enfin l'eau qui est dans les batteries s'évapore plus l'été, l'hiver, avec le froid, la batterie perd de sa capacité. Donc on peut perdre jusqu'à 25% de la puissance de la batterie. Donc il faut penser à bien la recharger avec un chargeur adapté. Si vous chargez avec un chargeur trop puissant, vous allez évaporer l'eau de la batterie. Donc on revient dans le cas de figure de l'été où en fait il y aura la batterie va perdre de l'eau et c'est ça qui va la désagréger. Quand les plaques de plomb seront sorties, baigneront plus dans le mélange eau-acide, la batterie va s'abîmer très rapidement. Donc avoir un chargeur adapté qui aujourd'hui la plupart des chargeurs électronique adapte automatiquement la puissance de charge à la capacité de la batterie. Pour avoir une charge correcte sans abîmer la batterie, il faut être à 10% de la capacité de la batterie. Je prends un exemple, vous avez une batterie qui fait 600 ampères-heure, voilà, il faut charger à 60. D'accord. Voilà. Okay. Mais les chargeurs font ça automatiquement. Cédric ? Donc les chargeurs, ils gèrent ça automatiquement. Oui, ils gèrent ça. Oui, si vous avez un CTEC, il n'y a absolument aucun problème. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Pensez aussi une fois par an, si votre chargeur le permet, parce que il y a différents modèles, mais si votre chargeur permet de faire ce qu'on appelle une régénération ou un reconditionnement, de le faire une fois par an. C'est quoi le reconditionnement de la batterie ? Principalement pour les batteries, alors j'allais dire des véhicules de collection, mais des véhicules qui roulent assez peu. En fait, la batterie, si elle bouge pas, le mélange acide-eau dans la batterie va se stratifier. C'est-à-dire, normalement, c'est homogène, c'est bien mélangé. Et là, ça va faire des couches. Alors, je schématise, c'est pas exact. Ouais, ça va faire une couche d'eau, une couche d'acide. Et donc, elle va perdre de sa capacité. Donc, en fait, on va charger la batterie avec une tension un peu plus élevée pour générer des bulles d'hydrogène dans la batterie qui vont réhomogénéiser, c'est pas facile à dire, homogénéiser le mélange. Il faut faire ça une fois par an. Il ne faut pas le faire trop souvent parce que ça risque d'être préjudiciable à la batterie. Pour le coup, là, vous allez lui mettre une tension un peu plus élevée. Donc, il faut faire ça une fois par an. Ça vous permet de prolonger. On en a déjà parlé. On peut multiplier par 3 et même des fois par 5 la durée de vie d'une batterie si on fait de l'entretien correct. Donc on peut redonner le côté, on va profiter de Cédric qui est avec nous au téléphone. Donc vous pouvez laisser la batterie par terre pour la charger, mais aucun problème. On répète le déroulement de la charge quand on... Vous pouvez laisser la batterie branchée sur la voiture, il n'y a aucun problème avec les chargeurs modernes. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et les petits chargeurs, on les trouve partout. Et un chargeur de bonne qualité. Genre CTEC ou... Voilà, ça vaut, allez, on va dire, pour 60 €, vous en avez un. Très bien. Vous faites une économie substantielle parce que Oui. Donc le reconditionnement une seule fois par an. Une seule fois par an, pas plusieurs fois, non. Si vous avez la possibilité sur le chargeur, une fois par an. Le mieux, c'est de le faire à une date fixe. Vous dites début janvier, hop, je fais ça. Si vous avez plusieurs véhicules, comme ça, vous vous souvenez que début janvier, vous faites le reconditionnement. Un petit rendez-vous sur votre calendrier. Ou vous mettez sur votre téléphone une alarme. Voilà. Cédric, vous avez quoi comme voiture, vous ? Alors moi j'ai une Mercedes W124, j'ai une Jaguar et j'ai une Mercedes 210. Ouais, donc vous avez des voitures de collection, donc qui ne roulent pas beaucoup pendant l'hiver, donc effectivement il faut faire un reconditionnement et bien penser à les recharger là pendant cet hiver. Et vous allez nous écouter tout à l'heure parce qu'on va parler de Jaguar. Oui. J'imagine que vous avez vu aussi la nouvelle campagne de communication sur Jaguar. Oui.
Voilà, on en parlera. Je vous demande pas ce que vous en pensez parce que je le sais. Non. Et puis surtout, on diffusera sur la page Facebook de Sud Radio, pour tous ceux également qui échangent beaucoup avec nous sur Sud Radio, sur la page Facebook, cette vidéo, on va la mettre sur la page. Tout à l'heure. Allez, merci beaucoup Cédric d'être passé au 0826 300 300. Merci on Cédric, vous embrasse au revoir. fort. Allez, à suivre, on va parler des ventes d'automne chez Agut, et puis juste après, avec Sylvain Resser, qui est un des grands journalistes également auto du Figaro, on va parler des marques européennes qui sont dans le giron des constructeurs chinois ou indiens. Est-ce qu'elles ont un avenir, ces marques? Et on parlera en l'occurrence, puisque les garçons en ont très envie, de cette nouvelle campagne de pub pour Jaguar, qui est assez étonnante, j'avoue. Alors, on n'en dit plus rien pour l'instant, on verra tout à l'heure. Oui. Tu t'es fait avoir la mise, Jean-Luc. On est de retour. On est déjà en train de parler du sujet d'après. De la Jaguar. Mais pour l'instant, on va parler de quelque chose de positif. Vente d'automne chez Agut avec vous, Hugo Baldi. Vous êtes responsable de la vente chez Agut. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour à vous. Allez, un mot sur Agut. Agut, maison de vente aux enchères française familiale qui fait cette année ses 50 ans, avec un département automobile de collection très dynamique et une très belle vente ce dimanche à 15h à l'espace Champéret à Paris. Et bien voilà, vous avez tout dit. Bon week-end. Oui, espace Champéret. Je dis ça pour Sylvain Resser qui vient de nous rejoindre, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonjour, et qui s'occupe de l'automobile. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Je dis ça parce que si vous voulez nous faire un cadeau avec Laurence, demain vous pouvez aller à l'espace Champéret, il y a 2-3 trucs à acheter, ça me ferait bien plaisir. J'ai mis des croix moi sur ce qui m'intéressait. On va regarder. On va regarder. Moi, je vais mettre une croix. Alors, si pour commencer, sur un carrossier là. Un des modèles phares de la vente, c'est une voiture qui était étonnante, qui à l'époque a fait un buzz pire que la pub de Jaguar, puisque c'est une Rolls-Royce très particulière. Bien mieux, effectivement. Mais d'ailleurs, Rolls-Royce n'était pas très content. C'est effectivement le prototype Jules du Dakar 1981, construit par Thierry de Montcorgé. Toyota, c'est pour ça que Rolls n'était pas du tout content qu'on utilise l'image de la marque. Oh, elle est géniale. Et ensuite, donc, ça a été sponsorisé, immense coup de pub par la maison Dior, donc, pour promouvoir le parfum Jules. Et c'est aujourd'hui l'un des véhicules les plus connus, les plus médiatiques de toute l'histoire du Dakar, qui fêtera bientôt ses 45 ans. Donc, sérieusement, elle est très très belle. Oui, mais il y a pratiquement rien de Rolls-Royce, parce que la carrosserie, une carrosserie en polyester, le châssis, on l'a dit, c'est du Toyota, et le moteur, c'est un moteur de Corvette, c'est ça? Et le moteur, c'est un gros V8 5,7 litres de Corvette américain, donc c'est pour ça que ça ne plaisait pas du tout à Rolls qu'on utilise des éléments autres que Rolls-Royce pour construire ce prototype. Et tout ça est parti d'un dîner un peu arrosé et d'un pari entre Thierry de Montcorgé et un de ses amis qui avait une Rolls un peu récalcitrante et qui dit on va aller la jouer sur le Dakar. Et puis au final, le lendemain, avec les idées claires, ils se sont dit on va finalement construire un proto et mouler la carrosserie sur la Rolls Corniche de leur ami. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai une petite anecdote, c'est qu'à l'époque j'ai vu cette voiture en construction et c'est un personnage du monde du V8 américain qui a fait cette voiture, c'est Michel Mokriki, qui était et qui a travaillé aussi sur les voitures de Jarier, les Camaro de Jarier qui couraient en championnat de France de production. Bon, entre 400 et 800 000 euros, c'est l'estimation. Alors là, on a les images, pour ceux qui ont les images, sur la page Facebook. D'un autre monstre dans la vente, c'est l'Aston Martin DB5, tout le monde connaît cette voiture, la voiture la plus célèbre du monde, puisque James Bond a roulé avec. Eh ben, comme celle de James Bond d'ailleurs, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est en conduite à droite. L'autre particularité, c'est qu'elle partage la même couleur qui est le fameux gris, et auto iconique, effectivement rendu célèbre à partir de Goldfinger en 64 et ressorti dans de nombreux épisodes de notre agent secret préféré. Alors pour ceux qui disent mais tout ça c'est inaccessible, derrière je vous ai mis en image une petite Aston DB7 et là pour le coup à partir de 45 000 euros en estimation, on peut rouler avec la même marque que la voiture de James Bond pour pas très cher en fait. Effectivement, en plus moteur V12 de légende, boîte mécanique, un gros intérêt de celle-ci, origine française et ça vaut estimation basse à partir de 45 000 euros. C'est une deuxième main qui est 40 000 km, donc effectivement très bonne opportunité. Comme la Ferrari 456 GT qui est derrière, même prix. Oui, mais c'est parce que je demandais à l'ami Sylvain s'il avait déjà conduit les Austin. La DB7 c'est pas la meilleure des Aston, malheureusement. Je me souviens, il y avait un détail qui choquait un peu, c'est qu'elle avait une clé de Ford. C'est contact de Ford, parce que c'était l'époque où Aston appartenait à Ford. Exactement. Du coup, pour notre V12 à boîte mécanique, effectivement, on peut aussi acheter une Ferrari 456 GT
Voilà, donc un des derniers V12 à moteur avant de la marque et en boîte mécanique. Donc même estimation à partir de 45 000 euros. Ouais. Voilà. Après, bon, les prix ont baissé. Hein. Une petite Austin Lee qui me plairait bien, moi d'ailleurs, une 3000, une BT7 entre 55 et 70 000 euros. C'est une chouette voiture et à conduire, c'est très sympa. Et c'est pas j'ai pas le problème du malus. Elle est très belle. Elle est très très belle et effectivement les voitures des années 60 ont accusé une petite baisse de régime, mais on peut se faire plaisir pour bien moins cher qu'il y a quelques années avec ces Big Hillet qui offrent un moteur 6 cylindres de 3 litres de cylindrée et des sensations fantastiques. C'est l'archétype du roadster anglais des années 60 et avec un exemplaire ici très bien restauré. Ouais, alors après, juste en image, on a une Corvette C2 cabriolet. Alors là, on parlait de gros moteurs, encore dans un moteur encore plus gros. Ouais, avec là aussi des prix qui ont bien dégringolé parce qu'on est presque moitié de ce qu'il y avait il y a 5 ans. Hein. Ouais, on a des factures de restauration qui dépassent largement l'estimation basse. Et le gros intérêt de cette voiture, c'est aussi qu'elle est en boîte mécanique. Le marché aujourd'hui privilégie les boîtes mécaniques aux boîtes auto. Je vous entendais tout à l'heure parler de l'électrique, c'est encore autre chose, mais voilà. Un truc derrière, alors bon, vous m'avez donné l'explication quand on a préparé l'émission, c'est que là, il y a une Maserati Quattroporte de 2006. L'estimation basse, c'est 12 000 euros. C'est même pas le prix d'une Dacia Sandero pour avoir une voiture avec un fabuleux moteur, qui est un moteur Ferrari dessus. Mais bon, celle-là, il y a quelques petits travaux à faire dessus. En soi, il n'y a pas de travaux, mais effectivement, la maladie de ces autos-là, des Ferrari de ces années-là et de cette Maserati, c'est ce qu'on appelle les sticky buttons, tout l'habitacle, tous les boutons qui collent, au doigt, qui collent. Alors, il y a effectivement des recettes de grand-mère pour essayer de pallier ce problème, et sinon, il y a des professionnels, mais là, pour le coup, c'est un petit peu plus cher, et ça peut monter à 4 ou 5 000 euros pour corriger cela. Voilà. Mais sinon, non, l'auto est en parfait état, et effectivement, un moteur V8 Ferrari de 430, donc très très bonne auto. Ouais. Derrière, on avait Clio là. Ouais, Clio RS. Les boutons collent pas, et par contre le moteur il colle il vous colle une claque. Mais chez Agut, là, vous l'avez sur le catalogue des ventes aux enchères. Oui, tout ça, il y a un catalogue. Ouais. Après, on avait parlé de tout à l'heure. Je vous disais, on peut avoir une petite TR3. Tiens, ça va intéresser Sylvain, qu'on a déjà une. Comme ça, s'il en veut une deuxième. Là, estimation basse, 12 000 euros. C'est très accessible. En plus, on trouve toutes les pièces pour ces voitures-là. C'est cadeau, c'est une voiture qui part par la route, qui a son contrôle technique, qui est aux mains, c'est une histoire touchante, qui est aux mains de la même propriétaire, une dame depuis 1970, donc je pense qu'elle n'a pas eu beaucoup de propriétaires avant, et c'est une auto qui a suivi toute celle qui a été entretenue, donc qui requiert quelques travaux cosmétiques, mais qui part par la route et qui ravira un jeune collectionneur qui pourra lui prodiguer les soins nécessaires. C'est quoi le lien avec Sylvain et la R3 ? Il a une TR3. T'en as une TR3 ? Oui. J'ai jamais vu. Pardon, excusez-nous, on parle. Il parle entre eux. Je l'ai jamais vu. Pas qu'on fasse une émission parce que. Je n'avais jamais vu la TR3 de Sylvain. Là, j'étais. Bon, là, on avait un spécial François Alain. On avait une 304S qui est aussi à la vente. Alors, estimation basse 10 000 euros. Et puis derrière, un coupé. Ça, c'est pour moi. Un coupé 504, une voiture que je trouve super. Attends, on peut revenir sur la 304, s'il te plaît, pour moi. Estimation basse. Ah, on peut pas revenir. Je suis désolé. Estimation basse 10 000 euros aussi, franchement. Mais pourquoi elles sont aussi peu chères en fait ? Il y a beaucoup de travaux à faire dessus ? Non, pas du tout, parce que c'est un petit peu l'état du marché, et puis parce qu'il faut des prix d'appel pour que les prix grimpent un peu, mais effectivement, ça peut partir à l'estimation basse. La 304S, je vous contredis, c'est 5 000 euros l'estimation basse. 5 000 euros, bah alors. Vous m'en mettez deux, alors, finalement. Avec grand plaisir. C'est mon cadeau. Ouais, et puis alors, j'ai mis pour la fin, parce qu'on en avait discuté, une voiture qui est juste extraordinaire. C'est la Tatra 87. Alors là, l'estimation, évidemment, beaucoup plus haute, mais un véhicule qui était très en avance sur son temps. Ouais, c'est un véhicule qui est sorti au milieu des années 30. Il faut se rappeler qu'on est en Europe de l'Est, donc c'est déjà un autre monde par rapport à l'avance technique de l'Europe de l'Ouest. Et pourtant, on arrive à faire ce véhicule-là qui est techniquement incroyable parce qu'il a un moteur V8 en position arrière, refroidi par air, avec des performances extraordinaires et surtout un design qui est absolument dingue. Et c'est une auto qui mériterait de figurer dans les plus grands musées d'art moderne du monde. Il y a déjà des autos, par exemple, au MoMA. Et donc, cette auto est absolument dingue. À l'époque, déjà, c'était un objet
objet roulant non identifié. Aujourd'hui, elle fait toujours un effet incroyable dans la rue. Fantastique, qui devrait surprendre par le résultat final, parce qu'effectivement, elle a une estimation base de 85 000 €. Mais je pense qu'on aura quelques surprises demain à l'issue de la vente. Donc le côté pratico-pratique pour ceux qui peuvent vous rejoindre demain, c'est où, à quelle heure et avec quel type de chéquier? Estage Champéret, à partir de 15h, vous levez la main, vous remportez une enchère et ensuite on vous envoie une facture. Et puis la plupart des autos, 95% des autos peuvent repartir par la route. Pour le reste, c'est mentionné au catalogue. Quelques autos méritent quelques soins avant d'offrir. D'accord. Est-ce que Sylvain peut vous envoyer un chèque de réservation pour la Stone DB5 parce que en fait, je sens qu'il veut nous faire plaisir avec Laurence. Donc Mais je croyais que tu préférais une Jaguar. Et la maison fait crédit, donc avec grand plaisir. Ouais, on n'a pas parlé, mais il y a aussi une belle Type E cabriolet qui fait partie, dont les prix ont pas mal baissé aussi. Hein. Pas mal. Celle-ci est très très belle et on a un petit peu de course aussi qui a gagné plusieurs fois le Tour Auto, qui est l'arme absolue pour gagner le Tour Auto. Donc on en a pour tous les prix, pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Je vais paraître ridicule, mais je vais l'assumer totalement parce que le ridicule ne m'a jamais tué, sinon ça ferait longtemps que je serais plus là. On est d'accord que quand on participe à une vente aux enchères, il faut qu'on puisse prouver qu'on peut payer et qu'après il n'y a pas de garantie sur les voitures. On est d'accord, hein? On peut pas les essayer avant, rien. Vous ne pouvez pas les essayer avant, mais on les a essayés pour vous et puis tout est indiqué au catalogue. On s'engage bien sûr sur ce qu'est le catalogue, donc sur l'état des voitures, sur le contrôle technique. La plupart, 95% des voitures sont vendues avec des contrôles techniques et ensuite on explique quand les voitures peuvent partir par la route, qu'elles ne le peuvent pas, et tout ça est mentionné au catalogue qui fait catalogue en ligne, hein. Catalogue en ligne qu'on retrouve sur le site Agut. Dites-nous comment ça s'écrit parce que c'est pas forcément évident. AGU2TES. Voilà. Donc vous pouvez aller voir le catalogue. Merci beaucoup, Hugo Baldi, de votre disponibilité et puis de nous avoir expliqué tout ça. Puis d'avoir fait un peu rêver. Moi, j'ai rêvé sur 2-3 voitures. Hein. Je veux faire ma petite lettre au Père Noël Jean-Luc. Oui. Tiens, chacun son tour. Responsable de la vente chez Agut qui était avec nous. À suivre une pause et puis nous allons parler de ces marques européennes dans le giron des constructeurs chinois ou indiens ont-elles un avenir? Et je suis désolée, Kevin, si nous allons remettre la fameuse pub Jaguar sur la page Facebook de Sud Radio, celle qui a fait hurler tous mes spécialistes autour de moi, que ce soit Sylvain Resser, soit Jean-Luc Moreau. Un buzz absolument extraordinaire sur les réseaux sociaux, mais le bad buzz absolu, puisque je n'ai pas vu un seul commentaire positif. Moi, sur les dizaines de milliers, même centaines de milliers. Elle a été vue par plus de 100 millions de personnes. Ah oui. C'est absolument incroyable. Ouais. Moi, j'en aurai un que je vous dirai tout à l'heure. Allez. Voilà. Il faut toujours quelqu'un qui ne soit pas tout à fait d'accord avec tout le monde. Et nous allons parler de ces marques européennes qui sont dans le giron des constructeurs chinois ou indiens. Alors la question qu'on va poser, c'est ont-elles un avenir? Mais vous allez voir que ça va partir d'un sujet qui a déclenché ce sujet. Attends, on va accueillir nos invités. On a vu que Sylvain était là déjà depuis Sylvain Resser, rédacteur en chef adjoint Figaro, responsable de l'automobile. Surtout écrivain, il écrit plein de livres sur BMW. Là, il écrit sur Porsche en ce moment. Et on a Nicolas Laperruque qui est journaliste. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence, Jean-Luc et Sylvain. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce qui a déclenché cette Qu'est-ce qui a déclenché? C'est qu'il y a une semaine, Jaguar a décidé de lancer une campagne de communication. Alors je vais vous lire le texte officiel qui est donné par le professeur Jerry McGovern-Obey. Voilà. C'est on réinvente Jaguar. Hein. C'est une réinvention qui capture l'essence de Jaguar en revenant aux valeurs qui l'ont autrefois rendue si désirée, tout en la rendant pertinente pour une audience contemporaine. Nous créons Jaguar pour le futur en restaurant son statut de marque qui illumine la vie de nos clients et de la communauté Jaguar. Quand on lit ça, je me dis ouais chouette, ça y est, on revient en fait à la XK140 d'avant-guerre. Exactement, ça y est, ils vont réinventer la Type E, c'est fabuleux. Il y avait eu des précédents. Jaguar a failli déjà mourir dans le passé et Ford l'a sauvé une fois en respectant les valeurs de Jaguar. C'est-à-dire que quand Ford a racheté Jaguar à la fin des années 80, c'est quelque chose comme ça. On pensait que la marque allait disparaître. Il y avait des soucis de fiabilité. C'est vrai que les Jaguars avaient perdu leur rayonnement. Et Ford l'a racheté et ils ont laissé les mains libres à Jaguar. Alors certes, il y avait des économies d'échelle qui ont été faites. Il y avait des pièces Ford dans les Jaguars, mais ça restait des vrais Jaguar. La XK8 qui est sortie, qui reste une très belle auto. Et tout ça, c'était l'esprit Jaguar. On se dit, en lisant ce communiqué, super, ça y est. Ça va être ça. Jaguar qui est moribond, parce que vous savez que Jaguar en Angleterre ne vend plus de voitures neuves en ce moment. On ne vend que des voitures d'occasion chez les concessionnaires Jaguar. En fait, ce qui se passe, c'est que Jaguar a décidé, il y a quelques années, de faire un split, c'est-à-dire de ne plus
proposé de ne plus vendre que des voitures électriques. Donc progressivement, ils ont arrêté les différents modèles de la gamme et aujourd'hui, ils ont arrêté toute la production. Donc aujourd'hui, dans le réseau, il reste encore quelques voitures à vendre, mais après, il n'y aura plus rien jusque début 2026. Donc ils mettent la marque en sommeil et ils ont l'intention donc de relancer la marque avec uniquement des modèles électriques. Nicolas Perruque. Oui, effectivement, c'est exactement ça. Et en plus, bon, ça fait longtemps que ça va mal, on va dire, parce que je crois qu'en 5 ans, les ventes avaient déjà été divisées par 3 sur les 5 dernières années. Donc, effectivement, on peut se dire, effectivement, il faut réagir, il faut repartir de zéro, effectivement. Alors, ça va être très compliqué quand on n'a plus vendu de voiture neuve pendant 1 an ou 2, déjà de relancer un peu la machine, j'imagine. Et puis surtout, il y a un nouveau positionnement, donc ils n'ont plus l'intention de faire de voitures à 60 000 euros, mais plutôt à 130 ou à 140 000. Donc ce qui fait que ce sera plus la même clientèle et on sent que le peu de clientèle actuelle qu'il leur reste, clairement ils n'ont pas l'intention de les garder. Nicolas, ce que je propose, c'est qu'on voit la vidéo. Ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo. Alors je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont vu, 100 millions de vues, c'est ça? 100 millions de vues. Et alors attention, parce que je me fais attaquer sur la page Facebook de Sud Radio, on va vous passer là gentiment par Stéphane, le troisième co-animateur de l'émission, parce que moi, je lui trouve une qualité qui n'a rien à voir. Avant, on va d'abord voir sur cette vidéo, le nouveau logo Jaguar. Et puis le nouveau positionnement. Voilà, parce qu'ils ont changé le logo Jaguar. Avant, c'était une typo, tout ce qu'il y a de normal. Maintenant, ils ont piqué la typo chez Duplo. Voilà. Donc, et je trouve que Nicolas a eu un bon réflexe. Nicolas, il est allé dans son frigo chercher une bière. Alors, attends, et il savait pas pourquoi, mais en fait, la typo de son frigo lui évoquait la typo Jaguar, la nouvelle typo Jaguar. Nicolas, juste, on est en train de diffuser la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio et j'attends toutes les réactions des gens qui nous suivent. Voilà, et après on a un spot. Alors, vous ne verrez pas de voiture. On pourrait penser que c'est un spot pour... ça peut être n'importe quoi en fait. Et d'ailleurs, Elon Musk a tweeté, mais est-ce que vous faites encore des voitures? Tout le monde s'est moqué derrière. Alors c'est très... Alors après, il y a des gens qui vont dire oui, mais vous êtes conservateur, etc. Mais c'est très wokiste dans l'esprit. C'est des gens qui... Et surtout, on a une Jaguar. À la fin, on voit le grille-pain qui va sortir la semaine prochaine. Parce que j'ai l'impression que c'est un grille-pain, c'est pas une voiture. Et pour en mémoriel, je vous ai mis une image de la typo vue de l'arrière. Alors moi, je vais donner la différence. Alors je suis totalement, je vais pas dire que je suis totalement d'accord avec vous. Juste, je lui trouve une qualité qui n'a rien à voir avec le but à atteindre. C'est que esthétiquement, je la trouve jolie. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le but à atteindre. Je suis complètement d'accord avec vous. Le but, c'est de vendre des voitures à une clientèle fortunée, puisque ils vont augmenter les prix. Alors je suis pas sûr qu'ils soient sensibles, la clientèle fortunée amatrice d'automobile, à ce genre de communication. Tata, ça appartient. L'âge moyen. J'ai même pas envie de dire d'un client Jaguar, mais déjà d'un acheteur de véhicules neufs. Et alors, c'est ça, voiture neuve, l'âge moyen c'est 57 ans et Jaguar, je pense que c'est au-delà de 60 ans. Les garçons, j'aimerais avoir votre avis, chacun votre tour. Allez, Sylvain, qu'est-ce qui vous a fait réagir, Sylvain Resser, rédacteur en chef de Pôle Auto et La première chose, je trouve que Jaguar a raison de se réinventer parce que de toute façon, ils vendaient quasiment plus de voitures et quand on regarde l'histoire, finalement, ils sont moribonds depuis les années 70. Donc, ils sont sous perfusion, pour moi, depuis les années 70. Donc, c'est un peu l'opération de la dernière chance, finalement, de se dire on va faire des voitures... Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de la pub là, je pense que c'est trop décalé par rapport à l'image qu'on a de Jaguar. Et je pense que toutes les marques, Jaguar n'est pas le seul à vouloir se réinventer, mais on ne peut pas se réinventer en faisant abstraction de son passé. Et puis en plus, on a parlé du logo, mais... de la signature, mais il n'y a plus le logo. C'est-à-dire que c'est comme si on enlevait le lion à Peugeot ou le losange à Renault. Là, il n'y a plus le félin. Il y a même le WWF, qui est la protection des animaux, qui a réagi sur ça en disant il faut protéger les jaguars. Vous, Nicolas, et la voiture qui est présentée, parce qu'ils présentent un concept de voiture lundi à Miami pour l'Art Basel, la voiture, d'après les informations qu'on a en notre possession, elle va être rose mat. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les couleurs qui sont affichées sont les couleurs des futures voitures. On n'est plus du tout dans le vert anglais.
Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais moi, je vais vous donner mon sens. Ça appartient à Tata, donc c'est indien aujourd'hui. Alors déjà, le clip, là, pour moi, c'est du Walklywood. Voilà. Et je trouve que c'est une Tata à la crème. Voilà. Merci à Anthony. Et vous, Nicolas, vous en pensez quoi? Non, mais effectivement, il y avait comme une identité qui était très forte avec le Jaguar depuis toujours. Ils avaient la chance en fait d'avoir une des marques qui était sûrement les plus reconnaissables en fait de l'industrie automobile. On n'imagine pas demain Ferrari abandonner le Cavallino. Bah oui. Ben oui, tu vois. Non, mais vous pensez quoi de la pub là, enfin de leur oui. Bah, complètement la même chose que Sylvain. C'est complètement décalé en fait. Alors. Je comprends qu'on puisse vouloir éventuellement remettre les compteurs à zéro, etc. Et puis, il y a peut-être un peu de provoque là-dedans. Alors, ce qui a très bien marché, c'est qu'effectivement, je crois qu'on est à 165 millions de vues depuis ce matin. Ouais, ce qui est jamais arrivé. On n'a jamais autant parlé de Jaguar. Et est-ce que c'était pas le but à atteindre par le marketing au début? Oui, mais il faudra vendre des voitures derrière. Hein, parce que faire du buzz, c'est bien, mais ça ne vend pas les voitures. Décalé, en fait, avec sa clientèle. Et même, mais s'ils veulent... de toute façon, même s'ils veulent des nouveaux clients, ce sera des clients à 150 000 euros, visiblement. Qui, je pense pas, soient très sensibles à ce genre de communication. Je peux vous dire la réaction de Kevin sur la page Facebook parce qu'elle est trop drôle. Mais il y en a plein de très drôles. Et qui dit typographie d'une marque de sextoy. Ouais, bah voilà, ouais. Alors, moi j'avais vu un commentaire en Angleterre qui disait mais ils veulent vendre des voitures aux Teletubbies. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai vu un autre commentaire en disant on pense êtes sur Rire et Chanson ce midi. Les futurs modèles Jaguar auront un moteur PureTech vu la tronche que tirent les mannequins dans le clip. Bon, et c'est vrai. Ils ont l'air déprimés. Ils ont l'air totalement déprimés. Les garçons, on est en train d'arriver à la fin de. Avant la fin, on va parler de MG vite, parce que est-ce que tout le monde fait comme ça? Bah non. La preuve, c'est que MG d'abord vient de sortir le Cyberster qui est un roadster parce que tout le monde disait ouais MG a racheté donc les Chinois SAIC ont racheté MG, ils ont sorti le Roadster et là on voit en image le futur coupé qui sortira également. Donc les Chinois ils l'ont fait avec Volvo, ils l'ont fait avec Lotus, ils ont plutôt l'intention de se servir de l'histoire super belle pour construire l'avenir. C'est-à-dire ils vont garder l'ADN des marques, ce que veut pas du tout faire Jaguar. Et là, on se dit que finalement, vaut mieux que les marques soient rachetées par des Chinois que par des Indiens. Ce qui sera peut-être d'ailleurs le cas bientôt de certaines marques de Stellantis. Mais là, je n'ai rien dit. Après, moi, je dirais un bémol quand même dans l'histoire de Jaguar. Ils ont inventé des concepts. Ils ont inventé la Mark II qui était la première berline de sport. Ils ont inventé la XJ qui était la première limousine de sport. Quelque part, là, type ils ont inventé quelque chose. Donc peut-être les bénéfices du doute, peut-être qu'ils vont inventer quelque chose. On verra la semaine prochaine. Nicolas, le mot de la fin. Elles seront électriques ou pas les Jaguars là? Oui, tout électrique. Je suis d'accord avec effectivement c'est ça. Mais tu parlais de MG effectivement. Moi j'ai essayé la Cyberster la semaine dernière. Produit finalement eux ils inventent le Roadster à 60 000 euros électrique pour le prix c'est en gros c'est le prix d'un malus sur une 911 cabriolet. Et puis MG qui a sorti un hybride. Très bien. La voiture est vraiment très bien et on l'a essayé en Corse. Tout le monde s'est retourné sur notre passage parce que c'est une belle auto. Elle est belle. Elle est belle. Bon, mais super. Merci beaucoup, Nicolas Perruque. Nicolas la Perruque, pardon. Oui, merci. Merci d'être avec nous. Puis on vous réinvitera. Monsieur Sylvain Resser, je vous laisse reprendre votre vélo parce qu'en tant que grand journaliste automobile, ce monsieur roule à vélo aussi. Ça lui arrive. À très vite. À vous. À bientôt. Et puis bon, voilà, vous êtes beaucoup à penser. Combien il n'y a pas une sur la pub, il y a pas. Je n'ai pas vu un commentaire positif. C'est beaucoup de moqueries et c'est là qu'on voit que les gens finalement ont de l'imagination aussi. Il n'y a pas que l'agence de pub qui a fait le spot qui a de l'imagination. Les gens derrière pour le commenter en ont beaucoup également. On est ravis d'avoir été avec vous ce matin de nouveau. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvelle émission de On parle auto. Et passez tous un très très bon week-end. Prenez soin de vous et couvrez-vous s'il fait frais. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.